Salut tout le monde, salut mes chers auditeurs, salut mes chers amis les biologistes. Soyez les bienvenus chez nous, soyez les bienvenus chez vous. C'est pour les visiteurs qui n'ont pas vu la première partie de la génétique, veuillez consulter notre chaîne. Il existe la vidéo de la première partie. Et maintenant, on va s'intéresser à la deuxième partie de la génétique. Donc, on va débuter par les enzymes déficientes, c'est-à-dire comment se fait la dominance et la récessivité et la codominance chez les diploïdes. Vous savez qu'une espèce qui est diploïde, elle possède toujours deux chromosomes homologues, un paternel et l'autre maternel. C'est-à-dire que un vient de la paire de gamètes parentales et le deuxième est de la gamète vient de la gamète maternelle. Donc, puisque l'individu a deux chromosomes homologues et chaque chromosome porte un allèle pour un gène bien déterminé, l'individu a trois cas possibles. Il peut porter deux allèles sauvages, donc on dit que c'est un homozygote sauvage. Il peut être hétérozygote, c'est-à-dire un allèle sauvage et un allèle mutant. Il peut être homozygote mutant, c'est-à-dire il possède deux allèles mutants. Dans le premier cas, puisque les deux allèles sont normaux, leur expression va donner un enzyme active, puisqu'elle possède un site actif qui est capable de fixer le substrat, donc l'enzyme peut catalyser la réaction d'une manière normale, donc le phénotype est normal. Dans le cas d'homozygosie pour l'allèle mutant, l'individu va avoir deux allèles, mais les deux sont mutants, c'est-à-dire leur expression, l'expression des deux allèles, va permettre d'avoir un enzyme inactive. L'enzyme inactive est un enzyme dont la chaîne polypeptidique est modifiée, donc il va perdre sa conformation spatiale. De ce fait-là, il est incapable de fixer le substrat puisque la structure tridimensionnelle a été modifiée. Donc il est incapable de fixer le substrat, donc il va être déficient, c'est-à-dire malade. Mais dans le cas où l'individu est hétérozygote, c'est-à-dire il porte un allèle normal qui va s'exprimer pour donner un enzyme active et un allèle mutant qui va s'exprimer pour donner un enzyme qui est inactif, c'est-à-dire parce que le site actif a été changé lors de le changement de la structure tridimensionnelle, et le changement de la structure tridimensionnelle est le résultat de
changement de la chaîne polypeptidique. Donc il va avoir deux types des enzymes, un enzyme active qui va transformer le substrat en produit, et l'enzyme inactive qui est incapable de transformer le substrat en produit, c'est-à-dire il est incapable de catalyser la réaction biochimique. Mais comment va être le phénotype de cet individu? Elle va être normale si dans le cas de l'haplosuffisance, lorsque la quantité de produit qui est le résultat de la réaction catalysée par l'enzyme active est suffisante, on parle de l'haplosuffisance. Je vais expliquer à travers un autre exemple que l'enzyme. Par exemple, prenons le gène qui contrôle l'immunoglobine. L'hémoglobine. L'individu qui est hétérozygote, il va avoir deux types d'hémoglobine. Un hémoglobine qui est normal et qui est capable de transporter le dioxygène des poumons vers les cellules. Tandis que l'hémoglobine anormale, c'est-à-dire qui est le résultat de l'expression de gènes de l'allèle mutant, elle est incapable de fixer O2, donc il est incapable de transporter O2 des poumons vers les cellules. C'est la quantité d'O2 qui est transportée par l'hémoglobine normale est suffisante pour les cellules. On parle de l'haplosuffisance. Donc l'individu va avoir un phénotype normal. Mais lorsque la quantité d'O2 qui est transportée par l'hémoglobine normale est insuffisante, on parle de l'haploinsuffisance. C'est-à-dire que il va y avoir dans les cellules un mauvais fonctionnement parce qu'ils n'ont pas une quantité de O2 qui est suffisante pour faire la respiration cellulaire. Donc l'individu va avoir un phénotype déficient. Tandis que si elle va avoir un phénotype intermédiaire, on parle de la codominance parce que les deux allèles parce que l'individu a un phénotype intermédiaire, c'est-à-dire il a un phénotype normal, mais il a aussi un phénotype, il a aussi les symptômes de la maladie d'anémie. Mais si elle possède, par exemple, elle a la maladie d'anémie dans tout le temps, on parle de la dominance pour l'allèle mutant. Si elle a un phénotype normal, on parle de la dominance de l'allèle normal. Donc si il y a une haplosuffisance, on dit que l'allèle normal est dominant, donc l'individu va avoir un phénotype normal. Si il a une haploinsuffisance, l'individu va être déficient, c'est-à-dire malade, donc il va avoir donc
l'allèle qui est anormal est dominant. Si il a un phénotype intermédiaire, on va dire que les deux allèles sont dominants, ou bien on parle de cas de la dominance incomplète ou bien la codominance. Maintenant, quels sont les effets de la mutation? La mutation peut avoir l'effet de la perte de fonction, c'est-à-dire il va rendre l'enzyme inactive. L'individu qui est homozygote pour l'allèle normal, il va avoir deux enzymes qui sont actives. Mais l'individu hétérozygote, il va avoir un enzyme active et un enzyme inactive. Donc, dans ce cas-là, il va y avoir, selon s'il y a une haplosuffisance ou haplo-insuffisance, ou bien un cas intermédiaire, ça dépend. Donc, le phénotype va dépendre, va être il dépend de ces cas-là qu'on a déjà dit tout à l'heure. Donc, le phénotype selon la dominance des deux allèles et la récessivité. Si l'allèle mutant est récessif et tandis que l'allèle normal est dominant, il va avoir un phénotype normal. Si le contraire, anormal, si il y a la codominance, donc il va avoir un phénotype intermédiaire. Mais le plus important, c'est que lorsque l'individu a deux allèles anormales, l'enzyme est inactive. Donc, puisqu'il y a eu une mutation qui a changé la conformation de la protéine, c'est-à-dire l'enzyme, donc il a perdu le site actif, donc il est incapable de catalyser la réaction. Dans ce cas-là, la mutation a induit la perte de fonction. Mais il se peut que la mutation a un effet contraire, c'est-à-dire elle va permettre un gain de la fonction. C'est-à-dire que l'enzyme qui est le résultat de la mutation est plus active, ou bien il possède une activité différente de l'enzyme normale. Donc l'enzyme normale est pour un individu qui est homozygote pour l'allèle normal, il va avoir deux enzymes actives, tandis que l'individu qui est hétérozygote, il va avoir un allèle qui est normal, qui va donner un enzyme active. Mais l'allèle mutant, il va donner une enzyme active qui est soit super active ou bien moins active que l'enzyme normale. Donc, dans ce cas-là, l'enzyme il est active, mais le phénotype ça dépend de l'haplosuffisance ou bien l'haplo-insuffisance. Tandis que l'enzyme, l'individu qui est homozygote pour l'allèle mutant, il va avoir une enzyme active, mais son activité est différente de l'enzyme normale. C'est-à-dire il va avoir une activité supérieure à l'activité de l'enzyme normale, ou bien une activité moindre que l'enzyme normale. Donc le phénotype, ça dépend du cas. Donc dans ce cas-là, on dit que la mutation a permis un gain de fonction.
il y a des mutations qui sont conditionnelles. Conditionnelles, c'est-à-dire que les effets de la mutation dépendent de certaines conditions physiologiques. C'est-à-dire, la cause, c'est que l'activité enzymatique de l'enzyme anormale va dépendre de certaines conditions. Pour l'individu qui a deux allèles normaux, l'expression de ces deux allèles va permettre d'avoir des enzymes actives. Mais pour l'individu qui est homozygote pour l'allèle mutant, il va avoir deux enzymes inactives. Et pour l'individu qui est hétérozygote, il va avoir une enzyme active et qui est le résultat de l'expression de gène de l'allèle normal, et l'allèle anormal ou bien muté, il va permettre d'avoir une enzyme inactive. Mais à certaines conditions, lorsqu'il y a des changements dans des conditions physiologiques ou bien on peut dire des facteurs qui sont liés à l'environnement, ces conditions-là peuvent varier la structure tridimensionnelle de la protéine ou bien de l'enzyme, donc il devient active. Et même chez l'individu qui est homozygote pour l'allèle mutant, l'enzyme, elle va se transformer, c'est-à-dire sa configuration spatiale va être changée. De ce fait-là, elle devient active. Donc, dans ce cas-là, les effets de la mutation dépendent des conditions physiologiques de l'individu, ou bien on peut dire des conditions de l'environnement. Donc, on va parler maintenant de la complémentation. La complémentation a lieu chez les espèces qui sont diploïdes. Prenons par exemple deux parents, parent 1, père et mère. Donc, le père va donner des gamètes, une gamète parentale, voilà une gamète parentale, et voilà gamète maternelle. Le gamète qui provient du père, il porte deux allèles pour deux gènes différents. Pour le gène 1 qui contrôle la synthèse de l'enzyme 1, il est muté. De ce fait-là, il va donner un enzyme 1 qui est inactive. Mais pour le deuxième gène, il est normal. Il y a un allèle normal qui va donner un enzyme 2 active. Pour le gamète maternel, c'est le contraire, c'est-à-dire le gène 1 est sous forme d'un allèle normal, donc l'expression de l'allèle normal va permettre d'avoir un enzyme 1 active, tandis que l'expression de gène 2 qui est sous forme d'un allèle anormal ou bien muté, elle va permettre d'avoir un enzyme 2 qui est inactif. Après la fécondation ou bien un croisement, les deux chromosomes vont ou bien l'individu qui est le résultat de ce croisement, il va avoir deux chromosomes homologues
puisqu'il est diploïde. Donc, il va avoir un chromosome paternel et un chromosome maternel. Le chromosome paternel va donner un enzyme 1 inactive et l'enzyme 2 active. Et le contraire pour le chromosome qui vient de la mère. Il possède un allèle normal pour le gène 1, donc l'enzyme 1 est active, et un allèle mutant pour le gène 2, donc il va permettre d'avoir un enzyme 2 inactive. Donc en général, pour le gène 1, il y a eu un enzyme active, et même pour le gène 2, il y a eu un enzyme 2 active. Maintenant, l'effet de la mutation a été complémenté parce que l'individu qui est le résultat de ce croisement, il va avoir deux enzymes 1 et 2 qui sont actives, mais son phénotype dépend de l'haplosuffisance ou bien l'haploinsuffisance ou bien aussi la dominance et la récessivité des allèles. Donc il y a une complémentation, il y a eu une complémentation. Les parents n'ont pas de gènes mutants en commun. Donc la reproduction sexuelle a complémenté l'effet de la mutation. On parle de la non-complémentation lorsque l'individu, le premier parent a un allèle anormal et même le deuxième parent. Donc il va y avoir au niveau du gamète deux allèles, chez les deux gamètes deux allèles qui sont mutés, c'est-à-dire qui donnent un enzyme inactif. Ils vont se rencontrer chez la première génération lors de croisement ou bien de reproduction sexuée. Donc l'individu qui est le résultat de ce croisement, il va avoir deux allèles qui sont mutants. Donc l'expression de ces deux allèles va donner une enzyme qui est inactive. Donc dans ce cas-là, il n'y a pas de complémentation parce que les parents ont au moins un gène mutant en commun. Maintenant, on va parler de la relation entre un gène et l'enzyme. Bell et Tatum ont fait des expériences sur Neurospora. Ils ont fait des expériences c'est le domaine de la biologie, de la génétique bactérienne. Ils ont fait les résultats. Ils ont fait des expériences sur une souche qui est prototrophe et des souches mutants qui sont auxotrophes. On parle de prototrophie lorsqu'une bactérie est capable de synthétiser l'arginine. Dans ce cas-là, on parle de l'arginine. Donc, il est capable de pousser ou bien de se croître sur un milieu minimum qui ne contient pas l'arginine. Tandis que les groupes qui sont auxotrophes, ils sont incapables de se développer ou bien de se multiplier sur un milieu qui ne contient pas l'arginine. On parle d'un milieu minimum. Tout d'abord, on va expliquer la biosynthèse de l'arginine chez Neurospora. La biosynthèse de l'arginine chez Neurospora se fait à partir de trois réactions qui sont successives. Tout d'abord, une molécule précurseur se transforme en ornithine, et dans la deuxième étape,
l'ornithine se transforme en citrulline et lors de la troisième étape, la citrulline va donner l'arginine. Donc, puisque la biosynthèse de l'arginine se fait en 3 étapes, chaque étape va être régulée par un enzyme. Donc, l'étape 1, il est régulé par l'enzyme A, et l'étape 2, il est régulé par l'enzyme P, et l'étape 3 est régulée par l'enzyme C. L'enzyme A est le résultat de l'expression de gène A. L'enzyme B est le résultat de l'expression d'un gène B. Et même pour C, le résultat de l'expression de gène C. Donc, pour la souche qui est prototrophe pour l'arginine, il possède tous 3 enzymes. Les 3 enzymes sont fonctionnels. Donc, de ce fait-là, il est capable de transformer le précurseur en ornithine grâce à l'enzyme A. Ici, on lui donne l'ornithine, il est capable de transformer l'ornithine grâce à l'enzyme B fonctionnelle en citrulline et capable aussi de transformer la citrulline en arginine en présence de l'enzyme C qui est fonctionnelle. Donc pour la souche sauvage, il possède 3 enzymes qui sont actives. Donc il porte aucune mutation sur le gène A et aucune mutation sur le gène P et aucune mutation sur le gène C. Pour les mutants auxotrophes de groupe 1, on observe à partir de tableaux qu'ils sont capables de pousser si on lui donne l'ornithine. Donc si on lui donne l'ornithine, ils vont la transformer en arginine, c'est-à-dire l'enzyme B chez le groupe 1 est fonctionnelle, c'est-à-dire qu'il n'y a pas, la mutation n'est pas sur le gène P, puisque l'enzyme P est fonctionnelle. Et si on lui donne la citrulline, ils vont se croître, c'est-à-dire que l'enzyme C est fonctionnelle aussi. Donc, et la mutation n'est pas sur le gène C. Donc la mutation, le problème, c'est les mutants du groupe 1 ont une mutation au niveau de gène A qui va donner, suite à cette mutation, l'enzyme A devient inactive. Donc ils sont capables de synthétiser l'arginine à partir de précurseurs qui existent au niveau de milieu minimum. Mais si on lui donne l'ornithine, ils vont se multiplier, et si on lui donne de la citrulline, ils vont se multiplier, parce que le problème est le non-fonctionnement de l'enzyme A, tandis que B et C sont fonctionnels. Pour le groupe 2, si on lui donne l'ornithine, ils sont incapables de se multiplier, mais si de synthétiser l'arginine, donc de se multiplier. Donc si on lui donne la citrulline, ils sont capables de synthétiser l'arginine, donc ils vont se multiplier. Donc le problème n'existe pas au niveau de l'enzyme C, mais le problème existe au niveau de l'enzyme B, puisque si on lui donne l'ornithine, ils ne vont pas se multiplier. Donc
l'enzyme B est non fonctionnel, tandis que l'enzyme A est fonctionnel. Donc, ils ont pour les souches, pour les mutants auxotrophes du groupe 2, ils ont un enzyme B qui est non fonctionnel. Donc la mutation a lieu au niveau de gène B. Et si le gène A est fonctionnel, et pour vérifier que l'enzyme A est fonctionnel, il faut doser la quantité d'ornithine chez 6 mutants. Pour la souche 3, si on lui donne l'ornithine, elle est incapable de pousser, donc il y a un problème au niveau de l'enzyme B ou bien de l'enzyme C. Mais si on lui donne la citrulline, ils sont incapables de se croître. Donc il y a eu un problème au niveau, ils ont un problème au niveau de l'enzyme C qui est inactive. Donc l'enzyme C inactive, l'enzyme B peut-être est active. Pour vérifier ça, il faut doser la citrulline chez 6 cellules dans un milieu minimum, et peut-être l'enzyme A est fonctionnel, et pour vérifier ça, il faut doser la quantité de l'ornithine chez les mutants du groupe 3, parce que on sait bien que l'enzyme C est inactive, mais on n'a pas aucun argument si par rapport on n'a pas d'argument sur l'activité de l'enzyme B et l'enzyme A. Pour étudier l'activité de ces enzymes, il faut, par exemple, pour étudier l'activité de l'enzyme A, on va donner à la souche C, aux auxotrophes de groupe 3 de précurseurs, si il est transformé en ornithine, c'est-à-dire qu'ils ont un enzyme A active. Si on lui donne de l'ornithine et ils sont capables de transformer l'ornithine en citrulline, on va faire le dosage de citrulline. Si l'ornithine est transformée en citrulline, ils ont un problème au niveau de l'enzyme. Ils ont un enzyme B active. Mais le problème pour ces auxotrophes de groupe 3 est l'enzyme C, mais il faut vérifier en plus l'enzyme 1 et l'enzyme B. Donc généralement pour les mutants de groupe 1, ils ont une mutation au niveau du gène A. Pour les auxotrophes de type 2, ils ont un problème au niveau du gène B. Et pour les mutants auxotrophes de groupe 3, ils ont un problème au niveau du gène C. Et voilà la deuxième partie. Dans la troisième partie, on va parler de la génétique mendélienne et les types de brassage intrachromosomique et interchromosomique. Merci pour votre attention. N'oubliez pas de partager la vidéo et de faire j'aime, et au revoir jusqu'à la prochaine. Attendez-nous et merci pour